on va devoir utiliser une pioche, comme ceci, hein, pour creuser le sol. Alors bien entendu, avant de creuser le sol, on avait déraciné les arbres qui poussaient là. Alors je le fais dans la maison, bien entendu, on ne cultive pas dans la maison, d'accord? On va creuser le sol avec une pioche comme ceci. Vous voyez, c'est des pioches très simples, très rudimentaires. Quand le sol a été creusé, on va utiliser un autre bâton, ce qu'on appelle le bâton à fouir. Des graines de quoi? Des graines de fruits. Par exemple des tomates, de légumes. Le tomate, on attendra Christophe Colomb. Des graines de blé. Des graines de blé, de petits pois, de lentilles, de fèves. Également, je peux faire des trous pour repiquer certaines plantes. S'il y a une motte de terre qui me gêne sur le côté, je prends la pierre, je lui tape dessus pour l'écraser. Et je peux même remonter la pierre et m'en servir comme levier, tout simplement, comme une sorte de bêche. Donc vous voyez, ce bâton à fuir, il servait à plein de choses en même temps. Alors on imagine que j'ai fait pousser du blé. Le blé, il a poussé. Est-ce que le blé, je vais l'arracher avec les mains? Non. Donc le blé, il va falloir le couper. Et donc l'outil qu'on va fabriquer à cette époque-là pour couper du blé, on va fabriquer un outil qu'on appelle la faucille. Donc cette faucille, c'est quoi? C'est une mâche. Vous voyez? Mettez votre main là. Là, c'est notre mâchoire. Et bien là, on n'a pas pris une mâchoire humaine, hein, ça ferait un peu gros. On a pris le mâchoire d'un bœuf, d'une vache, si vous préférez. On a fait sauter les dents et on a mis des lames de silex à l'intérieur. Et on a collé ces lames de silex en mélangeant de la cire et de la résine d'arbre, tout simplement. Donc je vais utiliser la faucille de cette manière. Je la prends ici et je vais couper mon blé, je vais couper mon herbe de cette manière. D'accord? Alors ce blé, est-ce que je vais le laisser sur le sol? Non. Dans quoi je vais le mettre? Dans quel récipient je vais le mettre? Dans des pots. Dans des pots. Donc c'est à cette époque-là que l'homme va fabriquer des poteries. Et comment reconnaître une poterie du néolithique? Toutes les poteries du néolithique ont un... Lisa? C'est arrondi. Très bien Lisa. Ont un fond arrondi tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez vu, le sol n'est pas très droit. Si je lâche ma poterie, regardez bien, est-ce qu'elle va tomber ma poterie? Non, elle fait comme le culbuto, comme on a dit ce matin. Voilà, bien, on va retenir plein de choses, c'est bien les enfants. En base, ça fait pas de... Voilà. Et ma poterie, je l'ai fabriquée avec quoi? Chut. Alors, bien entendu, l'autre. Vas-y, Mona. Avec de la terre... Comment on appelle la terre? Du silène? De l'argile. De l'argile, très très bien. Voilà. Et comment on va appeler les boudins qu'on va monter dessus? On le verra tout à l'heure, pour tout le monde. Qui vont permettre de grandir la poterie. Du boudin. Du boudin. Est-ce qu'on va mettre du boudin là-dessus? Non. Ça s'appelle des colombins. Très bien, tout le monde répète. Alors ceux qui ne savent pas, qui n'étaient pas avec moi ce matin, vous inquiétez pas, on va bientôt le revoir. Alors, un autre outil qui va nous permettre de travailler dans mon champ. Ah, le renard. Il y a un renard. Voilà, qu'est-ce que c'est cet outil-là? C'est pour une pelle. C'est une pelle. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un os très important qu'on appelle l'omoplate. Est-ce que nous on a des omoplates? Oui. Elles sont où les nôtres? Ils sont dans le dos. Les omoplates sont là. Et ben, à moins, le corps humain a bien changé ces dernières années. Mais pour trouver votre omoplate, vous mettez votre main dans le dos, vous sentez quelque chose de très dur, et c'est là vous sentez votre omoplate. Mais l'omoplate, elle n'est pas sous le bras, simplement. Donc là, ça va nous permettre de travailler dans les champs, de mélanger le torchis, et ça peut servir à autre chose. Imaginez, je suis dans mon bateau, donc ça va me servir aussi de ramer, comme une sorte de pagaie, vous voyez. Donc vous voyez, outil en os, outil en bois. Ok? Mais là c'est du vrai os ou c'est du... Ah oui, tout ça c'est vrai os. Là, un autre os aussi qui va nous servir comme une sorte de râteau ou de raclette, hein, toujours l'omoplate. Mais au lieu d'être percé ici, ben, on l'a percé au niveau de la largeur. D'accord? Et c'est un omoplate de quel animal? Bah toujours le bœuf, hein, tout simplement. Alors le bœuf, à l'époque, c'est pas du bœuf. On avait un autre animal qui est bien plus gros que notre bœuf actuel, qu'on appelait l'auroch, qui mesurait 2,20 m en hauteur. Il pesait un poids de 2 tonnes. Mammouth? Non. Et là, il n'y a plus de mammouth. Hein. On est en période... C'est les mêmes périodes que nous. Hein. Regardez bien. Là, par exemple, Mounia. N'aie pas peur, Mounia. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Oui. T'es sûr qu'il est mort? Alors, là par exemple, si je suis obligé d'habiller Mounia, regardez bien, on va l'habiller.
Voilà. Voilà. Alors là, les peaux d'animaux, ça c'est bien. Merci Mounia. Les peaux d'animaux, c'est bien en hiver, c'est très chaud. Mais en été, est-ce que c'est pratique? Non. Hein, est-ce que c'est confortable de porter des vêtements peaux d'animaux? Donc on va commencer à tisser des vêtements dans une nouvelle matière. Je vous reposerai la question tout à l'heure au niveau du pavillon. On va commencer à fabriquer des métiers à tisser comme vous avez derrière. Voilà. Et on va utiliser une matière que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le lin. Alors le lin, je ne l'ai pas là pour l'instant, mais je vous le ferai voir tout à l'heure. D'accord? Alors vous avez vu, la maison elle est quand même grande. Ici on a installé le foyer, mais si on regarde sur la longueur de la maison, on voit différents foyers. Il y a différents fours. D'accord? Donc le four que nous on a installé au fond et au milieu là, c'est des fours pour faire cuire des galettes. Donc ça veut dire qu'on écrasait du blé, regardez bien. Là, on écrasait du blé sur cette pierre qu'on appelle une meule pour fabriquer de la farine. Cette farine on la mélange avec de l'eau et on fait de la pâte. Tout le monde a déjà fait de pâte à tarte. Hein? Oui. On fait des petites galettes qu'on faisait cuire directement ici. Alors la maison n'était pas réservée qu'aux humains, elle pouvait servir en hiver à mettre les animaux. Donc par exemple en hiver on rentrait au fond de la maison des chèvres, des moutons, des aurochs, enfin des vaches si vous préférez. Et ces animaux, pourquoi on les rentrait dans la maison, sachant que tout le restant de l'année ils étaient en pâture et en hiver on les rentre dans la maison. Pourquoi on les rentre en hiver? On lève la main sur une réponse. Pour pas qu'ils chauffent froid et après quand c'est le printemps par exemple ils mangent. On va pas les manger spécialement, mais c'est vrai que c'est pour les protéger du froid. Quoi d'autre? Protéger de quoi d'autre? Et donc ces loups, si moi je laisse un troupeau de moutons, le loup il rentre à l'intérieur, moi j'ai plus de moutons. D'accord? Donc ces moutons, on va les rentrer parce qu'en hiver, les animaux, les prédateurs, les loups hein, par exemple, ils n'ont pas autant à manger, donc ils rentrent plutôt dans les villages. Au Moyen-Âge, ça se faisait couramment. Hein. Pourtant, le loup a peur de l'homme, et s'il a vraiment faim, eh ben, il va quand même rentrer dans le village. Alors il y avait cette raison-là, mais il y a une autre raison aussi, c'est que quand on met des animaux dans une maison, ça va dégager de la... De l'odeur. De l'odeur, oui, c'est vrai aussi. De la chaleur. De la chaleur, très bien. Et cette chaleur va permettre de chauffer l'intérieur de la maison. D'accord? Alors pour chauffer aussi la maison, bien entendu, Il y a du bois. on avait du bois, mais surtout on savait fabriquer du feu. D'accord? Donc là, pour l'instant, c'est une maison collective. On va aller maintenant voir une maison qui sera plutôt individuelle. C'est une maison, c'est la fin de la préhistoire, c'est une maison gauloise. Vous allez voir que ce sera déjà une très belle maison, mais la maison sera individuelle, avec ses dépendances. Ça veut dire quoi, individuel? Individuel, c'est pour toi et ta famille, pas pour d'autres familles. Là, il y a plusieurs familles qui vivent ensemble. Claude, dans la maison, il y avait plusieurs familles qui habitaient. Voilà, il y avait plusieurs familles, donc Bon, entre 20 ouais. et 25 personnes. Alors comment ça se passait? Il y avait une hiérarchie, il y avait des... Ah bah ça on peut pas savoir. Ouais. Ah, on peut pas savoir. Et ça c'est malheureusement... Non mais si on se calque sur les populations actuellement qui vivent en tribu... Alors si ouais. c'est des civilisations comme les tribus qu'on voit aussi par exemple chez les Indiens qu'on avait auparavant, c'est des conseils d'anciens. C'est les anciens qui décident pour le restant du village. Voilà. Donc c'est les anciens qui ont le savoir, donc c'est les anciens qui transmettent le savoir. Enfin c'était une vie en communauté parfaite. C'est une vie parfaite, on ne sait pas. Mais c'est une non vie... mais parfaite, pas parfaite dans la qualité, mais parfaite dans le sens quoi. Oui, où tout le monde habitait ensemble. Ah, bah, à l'époque, de toute façon, la transmission du savoir, c'est les anciens. Et il y a un respect des anciens qui n'est peut-être plus... Et il n'y avait pas d'intimité. Ah bah il n'y a pas d'intimité. L'intimité, on ne connaît pas. Non.